Bien, bonjour Pierre-Marie Liedo. Alors Bonjour, merci David. de nous avoir consacré ce matin une intervention sur le panorama, le fonctionnement du cerveau dans le cadre du management et des organisations. Vous nous avez parlé ce matin de plusieurs dimensions à prendre en compte. Est-ce que vous pouvez nous les résumer déjà, ces 5 dimensions, et puis on s'arrêtera sur chacune d'entre elles pour avoir un élément clé à retenir en tout cas. Oui. Alors, premièrement, peut-être vos internautes se posent la question pourquoi finalement un neuroscientifique vient dans un moment d'une réunion de partage sur des méthodes managériales. C'est vrai que ce n'est pas habituel. C'est pas toujours habituel, et là je dis bravo d'avoir pensé justement à apporter un renouveau dans ce qui a été pendant très longtemps que la recherche de process. Alors que ce qui est probablement le plus précieux, c'est le facteur H, le facteur humain. Et donc de décrypter, de comprendre quelles sont les bases de motivation, comment ce cerveau et ce comportement peut s'adapter, puisqu'après tout, dans notre quotidien, nous devons tous nous adapter au changement. Donc l'idée, c'était de partager ces outils que cette science est en train d'apporter, de fournir en tout cas, et de définir finalement ce qui est le propre de l'humain aujourd'hui. Voilà. De le définir sur une base scientifique. Je ne dis pas que c'est l'unique définition, mais en tout cas, on a essayé ensemble aujourd'hui de définir ce qu'est l'humain. C'est juste. Et c'était l'occasion de rentrer dans le capital humain, mais sous un angle un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. C'est-à-dire on n'est plus uniquement sur les compétences, des sujets RH classiques, mais sur le fonctionnement du cerveau. Et justement, sur ce fonctionnement du cerveau, moi je me souviens, ce matin, vous avez parlé de 5 dimensions à prendre en compte. Quelles sont ces 5 dimensions pour celles et ceux qui nous écoutent? Peut-être que la première dimension qui va être la plus surprenante, c'est de se rendre compte que le cerveau est dynamique, c'est-à-dire qu'il n'est jamais finalement constitué, il est toujours dans un devenir. Et finalement, quand Erasmus nous dit on ne n'est pas humain mais on le devient, cette idée de transformation, de devenir, eh bien c'est une espèce d'injonction quotidienne. C'est tous les jours que j'ai la capacité de transformer mon cerveau. Et ce que fait l'éducation, la culture, la société plus généralement, c'est justement participer à cette transformation. Donc rien n'est finalement bâti dans notre cerveau. On a cette dynamique cérébrale qui est toujours à l'œuvre, tant que le sujet, évidemment, trouve un certain intérêt à se nourrir du changement. Donc ça, c'était le premier point, notre cerveau est dynamique. Le second point que nous avons abordé, c'est de comprendre quel est le moteur de cette dynamique. Évidemment, le moteur de cette dynamique, c'est l'information. Un cerveau d'un sujet que l'on enferme dans une prison avec que des murs autour de lui, sans aucune interaction avec le monde extérieur, est un cerveau qui va se détériorer très vite. C'est la folie qui guettera ce pauvre prisonnier. Donc on se rend compte que la deuxième dimension que nous avons abordée rapidement était l'idée que ce qui force notre cerveau à se reconfigurer en permanence, c'est l'information. Mais de quelle information parlons-nous? Non pas celle que l'on reçoit automatiquement sur nos téléphones portables parce que nous avons pris des abonnements à tel et tel magazine, mais c'est de l'information qui nous fait comprendre et pas le savoir. Donc cette notion capitale de comprendre le rapport du manager au temps, puisque comprendre, c'est saisir de l'information, mais la transformer. Et pour ça, j'ai besoin de temps. Alors que si je zappe, j'ai une espèce d'attention réactionnelle, que je m'engage uniquement que quand je reçois de l'information et que très vite cette information est traitée pour qu'elle entraîne une réaction, évidemment je suis dans le savoir et pas le comprendre. C'est ce qui rejoint finalement la communication qui elle devient dynamique avec des échanges, des interactions, si je comprends bien aussi. Permanente. La troisième dimension était de comprendre les forces internes et non plus d'être dans ce rapport du cerveau, du sujet avec l'environnement, mais je dirais plus du rapport du sujet en rapport avec lui-même. Et là, nous avons vu 2 dimensions qui sont capitales. C'est de comprendre ce cerveau qui entretient un rapport très privilégié avec le plaisir, oui, chez l'humain, et la deuxième dimension qui est le désir. C'est-à-dire que comprendre que ce cerveau eh bien, a un rapport avec le temps passé. Bon, ça c'est la mémoire, et on a dit, et on l'a répété, que le talon d'Achille de la mémoire, c'est qu'elle est négative, c'est ça? C'est le plaisir. Tout ce qui est capté comme information dans un contexte agréable, finalement, c'était comme si c'était un dû, et je l'oublie. Alors que je vais plutôt empiler dans ma mémoire des échecs. Donc il va falloir travailler pour que ce contenu, je ne sois pas finalement handicapé par ce que j'ai retenu de négatif.
Deuxième rapport au temps, c'est le présent, et ça, c'est toute la sphère du plaisir. Et quand nous sommes évidemment à la quête du plaisir, c'est que nous avons un rapport privilégié au temps présent. Et le seul danger qui nous guette tous, hein, c'est évidemment s'il n'y a pas de régulation, eh bien, cette quête de l'action recherchant le plaisir, eh bien, c'est une quête qui entraîne le sujet à connaître l'addiction. Disparition du libre arbitre. Et donc on a vu ensemble le troisième temps qui est la possibilité d'aller visiter et voyager dans le futur et revenir dans le présent. Et ça c'est très intéressant puisque c'est ce qu'on peut qualifier d'acte de désir. Le désir, c'est une simulation mentale de la récompense à venir. Je ne suis pas dans le plaisir, je me simule ce que sera ce plaisir. Imaginer le futur pour agir dès maintenant tout en tenant compte de ses expériences passées. Ça, c'est exactement. Donc, on a vu cette idée que nous avons dans ces rapports au temps, passé, présent et futur. Voilà. Et le dernier point, qui était peut-être le point d'orgue, qui est de comprendre le cerveau, non pas comme un organe dans une boîte noire, mais c'est un organe qui n'a pour grande fonctionnalité ou finalité, c'est le rapport à l'autre. Le rapport à l'autre. De comprendre que le cerveau humain a développé des fonctions que l'on ne retrouve pas chez d'autres animaux, qui font que ce cerveau humain doit être appréhendé ou vu comme une chambre d'écho de l'autre. C'est-à-dire que même quand l'autre n'est pas là, il continue à raisonner. Et c'est la raison pour laquelle je lui envoyerai des tweets. Je serai toujours en contact parce qu'aujourd'hui j'ai les moyens matériels d'être en relation avec l'autre, même quand il n'est pas face à moi. Autrefois on disait loin des yeux, loin du cœur. Aujourd'hui, c'est pas vrai du tout. Pas vrai du tout. On a développé justement des outils par les réseaux sociaux pour que l'altérité puisse continuer à résonner dans notre cerveau. Alors, pour conclure, finalement, quel est le portrait du manager neuroamical? Parce que c'était un mot important au début de notre intervention. Le manager neuroamical, en gros, c'est celui qui prend conscience de ces 3 points. Le cerveau dynamique, le cerveau qui va avoir un rapport au temps judicieux. On a besoin du présentiel, on a besoin de se remémorer le passé et on a besoin de visiter le futur. Et le 3e point, évidemment, c'est le manager neuroamical qui va soigner toutes les conditions pour que le cerveau social puisse émerger. C'est clair. Un grand merci en tout cas, Pierre-Marie à nouveau. Et puis je vous invite à consulter les documents qui seront mis à disposition si vous voulez en savoir plus. Merci. David. Merci.